à lire votre livre, c'est surtout votre combativité qui frappe le lecteur en premier. Il n'y a pas énormément de réflexion, mais énormément d'action. Alors, quel est le moteur de votre combativité? Bon, l'histoire du peuple noir aux États-Unis, c'est une histoire de combativité. Notre survivance, c'était une fonction de notre capacité de résister. Et c'est toujours le fait qu'il faut résister, il faut lutter, non seulement pour changer les circonstances d'oppression, mais simplement pour pouvoir vivre. Et j'ai écrit le livre dans cette forme parce que j'ai voulu que n'importe quelle personne pouvait le prendre, le lire et le comprendre. Ce qui vous différencie de beaucoup de leaders noirs américains, c'est votre passage de la lutte pour la dignité de votre peuple au communisme. Alors, quelle a été cette évolution? D'abord, je dirais que de plus en plus, les Noirs aux États-Unis se rendent compte des relations qui existent entre le racisme et la lutte pour la libération des Noirs et le capitalisme et la lutte pour renverser un système économique exploiteur. De plus en plus, si vous regardez la situation aux États-Unis, vous verrez cette même évolution. Ce qui m'a décidé moi-même, c'était simplement la réalisation que le racisme, c'est une idéologie qui a été utilisée pour justifier d'abord la surexploitation des Noirs, d'abord pendant l'esclavage et puis après. C'est une idéologie qui a aussi été utilisée par la classe capitaliste, par la classe dominante aux États-Unis pour confondre les Blancs. Parce que la plupart des Blancs de la classe ouvrière n'ont pas d'intérêt objectif à être racistes parce qu'ils ne profitent pas du tout du racisme. Mais lorsque les Blancs sont racistes, ils oublient. Ils ne peuvent pas avoir une conscience de la nécessité pour eux-mêmes de lutter aussi. Alors, je vois le racisme comme une fonction du capitalisme, mais ça n'est pas à dire qu'il ne faut pas mener une lutte très explicite, une lutte très militante contre le racisme. En effet, je dirais que l'aspect le plus important de la lutte contre le capitalisme, c'est la lutte contre le racisme. Angela Davis, c'est pour le grand public le personnage principal du drame du 7 août 1970. En tentant de libérer son frère George Jackson en plein tribunal, le jeune Jonathan Jackson a été tué. L'arme qu'il détenait vous appartenait, vous entrez dans la clandestinité, vous figurez sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, vous êtes arrêté, jugé, puis acquitté par un jury composé de 12 blancs. Je voudrais vous demander si cet acquittement vous a fait changer d'avis sur la justice de votre pays. Pas du tout, pas du tout. En effet, je suis sûre que s'il n'y avait pas eu ce mouvement de masse, s'il n'y avait pas eu les milliers, les millions de personnes qui ont participé sur un niveau ou un autre niveau dans ce mouvement, je serais maintenant en prison, j'en suis sûre. Et aussi, il y a tellement d'autres victimes d'une même persécution qui sont maintenant en prison. Il y a littéralement des centaines de prisonniers politiques dans les prisons aux États-Unis. Et on ne peut pas du tout oublier qu'il y a des milliers de gens en prison simplement parce qu'ils sont noirs, simplement parce qu'ils sont mexicains, puertoricains, etc. Pour des délits politiques? Mais ce qui se déroule dans les prisons aux États-Unis, c'est très intéressant. Parce que si on regarde l'histoire de George Jackson, par exemple, lorsqu'il est entré en prison, il n'était pas politique, il n'était pas un prisonnier politique. Mais lorsqu'il a expérimenté un développement politique dans la prison, les autorités du prison l'ont utilisé pour étendre
sa condamnation jusqu'à... Et si l'on n'avait pas assassiné, il aurait peut-être passé le reste de sa vie en prison. Et quel était le fait original? C'était qu'il a été accusé d'avoir participé dans un vol de $70. Et lui-même, il dit qu'il n'avait rien à faire avec.